Day Trading, le podcast, le sujet du jour. Quel type de trader êtes-vous? Bienvenue à tous, un autre podcast aujourd'hui. Très heureux d'être parmi vous. Patrick Gaulin à la barre pour vous animer. Et je suis en compagnie de mon maître Fuji Master, de son vrai nom, François Joly-Dubois. Bonjour François, comment ça va? Ça va très bien, Patrick. Très content d'être avec vous encore aujourd'hui. Oui, moi aussi, je suis très content. C'est vraiment stimulant, ce projet-là. Moi, ça me fait triper. Donc, le sujet du jour, moi, je trouve que c'est un sujet tellement important, là, tu sais. Moi, j'aime bien, dans la vie, savoir où je m'en vais. Mais pour savoir où on s'en va, que ce soit en trading ou dans la vie, mieux vaut savoir qui on est. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder un petit peu les types de personnalités ou les types de traders qu'on peut rencontrer dans les marchés. Et en même temps, je veux partager que moi, quand j'ai commencé ma démarche de trading, l'aspect le plus surprenant que j'ai découvert au fil du temps, c'était à quel point le volet psychologique était important. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Moi, je pensais que c'était comme supra-technique, de juste à suivre les instructions. Mais non, il y a des choses qui bougent en nous. Donc, tu sais, je vois ça un petit peu différemment, mettons, de l'approche entrepreneuriale. Les gens se lancent en affaires, ils foncent, ils apprennent sur le tas, ils peuvent faire des erreurs beaucoup. Les dangers sont différents dans le trading, mais moi, je trouve que le marché, lui, il pardonne beaucoup moins que si on fait une erreur comme entrepreneur quand on a un commerce. Donc, pour éviter de faire ces erreurs-là, au mieux se connaître, là, on va apprendre à voir c'est quoi les types de traders. Toi, globalement, là, François, est-ce que tu es un trader qui, tu pourrais dire, qui est agressif ou un peu peureux? Quel type de trader tu serais globalement, là, vite comme ça? Vite, moi, je suis un peu... je suis surtout analytique. Okay. Analytique, moi, je suis vraiment poussé sur les graphiques. J'ai débuté en bourse avec les graphiques. J'étais jeune sur le parquet de la bourse à 18 ans, donc les ordinateurs, je connaissais ça. Donc, il y avait des outils d'analyse, donc je suis vraiment porté sur le graphique. Mais, comme tu as dit en introduction, un peu comme Bob dans les Boys, le mental, c'est super important. Et puis, souvent, c'est un facteur qu'on ne prend pas en considération, puis qu'on pense que... prend le graphique, appuie sur le bouton, puis la transaction se fait, mais après ça, le mental se fait aller, puis le petit hamster tourne, puis on sort des positions trop vite, on coupe nos pertes trop tard. Donc, le mental, bref, c'est super important. Donc, moi, je suis plus côté graphique, mais le mental, c'est un combat de tous les jours, même après 27 ans de métier. Là, puis je t'entends parler de toute façon du mental à tous les matins dans tes lives. Tous les matins, tu le fais de mention. Donc, d'être capable de voir nos émotions. Mais pour faire ça, il faut se connaître. Il faut savoir quel type de trader on est. Puis là, c'est ça qu'on veut faire avec les auditeurs, leur donner une couple d'exemples. Fait que là, ce qu'on va essayer de faire, c'est ça, c'est vous dire des types de traders. Puis on va essayer de voir un petit peu avantages, inconvénients, ou les challenges, dans le fond, que chacun de ces types-là représente. Donc, le premier qui me vient, c'est le scalper. Donc, qu'est-ce qu'un scalper? Ça peut être quelqu'un qui vend des billets en avant du Centre Bell. Ça peut être ça. Mais c'est le même principe. C'est le même principe. C'est belle analogie. C'est vraiment ça. Hein? Il achète quelque chose pas cher, puis il essaie de faire un profit rapidement en vendant plus cher. C'est très, très belle image. C'est ça, le scalper. Même en bourse, sauf que le scalper, il va garder des positions quelques secondes, quelques minutes maximum. Il va acheter et vendre rapidement. C'est souvent sur des grosses quantités, mais avec peu de fluctuations. Donc, exemple, on peut acheter 100 000 actions à, on va dire, à 15 cents ou à 20 cents pour les penny stocks, puis on essaie de faire seulement 1 sou ou 2 sous dessus pour faire un gain rapide. Donc, il y a beaucoup d'entrées et sorties. C'est pas des personnes... le scalper est souvent... le tempérament pas très patient. Donc, on rentre vite, on sort vite. C'est gratification instantanée ou une perte instantanée, mais oui, c'est un type de trader qui
qui est pas commun, mais que beaucoup de monde quand même recherche à faire. Mais c'est bon pour la jeunesse, ça. C'est pas bon pour toi puis moi. C'est pas bon pour C'est bon, dans le fond, ben, c'est ça. cœur. Quand tu commences, c'est pas la meilleure place où essayer, dans le fond, parce que tu es quasiment garanti que tu vas te planter, moi, je pense, si tu commences comme ça. Oui, c'est comme c'est conduire une Formule 1 les yeux bandés. Le scalping, là, c'est de la haute voltige. Ce que je constate les experts aussi sont dans les défis que ça représente, c'est le besoin de concentration. Parce que là, tu as dit, c'est des trades qui durent pas longtemps, mais il veut en faire plusieurs dans sa journée. Donc, ils vont passer énormément d'heures devant leurs écrans et avec une grande, grande concentration. Puis, tu sais, il y a même des gens, ils vont éviter d'aller aux toilettes, là, parce que c'est là que ta trade était. Tu as manqué 2 minutes, puis tu as manqué ton opportunité. Fait qu'il y a des gens qui sont vraiment rivés sur leurs écrans. Donc, c'est effectivement pas pour tout le monde, pour ça aussi. Parce que moi, ça me tentait au début. Là, je dis, regarde ça, hey, c'est hot, on reste là 2 minutes. Waouh, tu sais, c'est ça qu'on veut. Ben, c'est l'image que beaucoup de monde ont d'un négociateur, d'un trader. Acheter, vendre, acheter, vendre. Donc, le monde pense qu'on est tous des scalpers, mais c'est pas vraiment ça, là. Donc, c'est ça qu'on voit à l'image. C'est ça l'image qu'on voit souvent dans les journaux ou à la télévision. On achète, on vend, on achète, on vend. Quand j'étais sur le parquet de la Bourse de Montréal, c'était comme ça. Mais maintenant, avec l'électronique, c'est plus vraiment de même. C'est différent. C'est ça, ça évolue. Ensuite de ça, on va passer à prochain type dans la suite logique des choses. Ce serait le day trader. Donc, c'est un négociateur à court terme qui, souvent, dans la même journée, il va fermer tous ses trades à la fin de la journée. Comme le nom l'indique. Donc, il trade seulement le jour. Ça a tendance à s'extensionner ce jour-là, hein, parce qu'avec certains produits, on peut trader 24 heures. Donc, c'est sûr qu'il y en a des gens qui peuvent être tentés. Ouais. Mais moi, c'est plus mon type. Moi, c'est plus ça, day trader, parce que, d'ailleurs, le day trading du groupe sur Facebook, c'est un petit peu ça aussi le symbole, même si tu fais d'autres types là, à plus long terme. Mais moi, j'aime bien fermer mes positions le soir. Le week-end, j'ai rien. J'aime bien dormir sans me soucier de ça. J'expérimente des fois de laisser ça overnight, là, par-dessus la nuit, mais j'aime mieux quand je ferme mes choses. Ça me ressemble plus. Fait que ça, je l'ai identifié, je le sais maintenant. Oui, oui, effectivement, moi aussi, le day trading, j'adore ça. Comme exactement pour la même chose. On dort sur les deux oreilles, sur nos deux oreilles, on dort bien. Le lendemain matin, il peut y avoir un crash, il peut y avoir une grosse nouvelle. On recommence à zéro à chaque matin. C'est nouveau à chaque matin. Mais l'erreur de beaucoup de day traders, puis ça m'arrive encore à l'occasion, on ne veut pas prendre notre perte. On garde notre position. Pas nécessairement qu'on veut prendre notre perte, mais on n'a pas un gain assez intéressant. On dit on va le garder jusqu'à demain matin. Puis là, on se fait prendre le bras dans l'engrenage. Le lendemain, ça gap up ou ça gap à la baisse. Et puis notre transaction intra-séance devient un investissement long terme tout d'un coup. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de day traders qui font cette erreur-là, moi compris. C'est bien. C'est très humble de ta part. Après ça, on va extensionner un petit peu plus la durée encore de nos positions ou la durée qu'on va garder nos positions. On passe au type swing trader. Donc, qu'est-ce que le swing trading? Il y a plusieurs définitions, mais la définition générale d'un swing trader, c'est profiter de l'amplitude des mouvements sur un titre au courant de la journée. Donc, on peut être un swing trader sur un graphique qu'on regarde sur du 1 minute, sur du 5 minutes. Mais moi, la définition que j'aime donner du swing trading, c'est sur quelques jours. Donc, de 1 à 30 jours environ. Donc, des fois, généralement, moi, la plupart des swing trades que je fais, je suis en position 1 semaine à 2 semaines maximum. Des fois, ça peut extensionner jusqu'à 1 mois. Une journée, c'est rare parce que des fois, une journée, peut-être il y a une grosse nouvelle. Le lendemain, ça gap up, on va dire, de 10 %. Là, tu prends ton profit tout de suite. Mais généralement, ma définition personnelle d'un swing trader, c'est quelqu'un qui prend des positions sur quelques jours à quelques semaines. Mais encore, comme que je dis, le swing trading général, la vraie définition, ça, on profite des mouvements, des fluctuations. Donc, ça peut très bien être au courant de la journée. Ça peut être sur des graphiques de semaines ou des graphiques de mois. Mais c'est ça. Moi, j'aime mieux sur 2-3 semaines. Donc, on profite des swings sur le marché, autrement dit. Donc, tu t'expliques sur la fluctuation. C'est ça.
Il faut trouver des mouvements avec beaucoup de... Pas des mouvements, il faut trouver des titres avec beaucoup d'amplitude, beaucoup de volatilité. Puis un petit truc pour nos auditeurs, si vous voulez trouver des titres avec la bonne volatilité, avec beaucoup de mouvements up and down, regardez l'indicateur, le bêta, B-E-T-A. Allez voir sur vos plateformes. Si vous voyez un bêta élevé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de volatilité sur ce titre-là. Donc, si vous êtes un swing trader, prenez des titres avec des bêtas élevés, un petit truc comme ça, puis vous allez avoir beaucoup de On mettra un lien dans la description pour la définition de bêta là, vers un site de référence. Oui. Ensuite de ça, on passe encore, là, on extensionne encore plus loin la durée qu'on va garder nos positions. Donc, le trader de position, qui est plus un investisseur à long terme. Le trader de position, c'est un peu à la Warren Buffett, le gourou financier numéro 1 au monde. Le swing, pas le swing trading, le trader de position, c'est quelqu'un qui va prendre des positions, comme tu as mentionné, dans nos REER, dans nos CELI. En anglais, on dit du buy and hold. La plupart du temps, le monde font ça sur des titres de qualité parce qu'on est là pour du long terme. On veut des titres qui ont une belle croissance, qui ont des états financiers des beaux états financiers qui ont des bénéfices nets positifs. Donc, le trader de position va souvent acheter des titres. Il ne va pas nécessairement regarder un graphique. On ne va pas essayer de timer notre entrée. On va faire les études. Exemple, je ne fais pas de publicité, mais Dollarama, Métro, des titres de qualité. Même si le titre a reculé de, on va dire, 5 le monde, ou le titre monte de 5 si un trader de position est intéressé à acheter un titre, bien, il va fermer les yeux, il va acheter le titre parce qu'il a fait ses devoirs sur des titres de qualité. Donc, c'est ça. C'est souvent sur plusieurs mois, plusieurs années. Il y en a, je connais du monde, un de mes voisins, j'ai eu la discussion la semaine passée, il a acheté du Apple, je pense que ça fait 25 ans. J'ai dit, quand est-ce que tu vas vendre? Il dit, je ne le sais pas. Donc, c'est ça, un trader de position, ça c'est extrême, mais un trader de position, c'est quelqu'un qui va tenir des positions plusieurs années. C'est ça. Donc, puis cet investisseur-là, parce que là, ça devient plus investisseur que trader, mais il va considérer beaucoup plus les fondamentaux. Tu as parlé des ratios, il va regarder la santé de l'entreprise, tandis qu'un trader court terme, lui, il va essayer d'identifier la swing ou le mouvement dans le prix pour en profiter, mais c'est un petit peu moins important. Dans le fond, moins tu restes longtemps, moins c'est important de considérer les fondamentaux. Bien, oui, c'est ça. Mais le swing trader, comme tu dis, c'est un bon compromis entre le day trading et le buy and hold à la Warren Buffett. Et faire du swing trading avec des titres de qualité, je crois que c'est la meilleure façon de transiger. Des titres de qualité, on met les chances de notre bord, puis le swing trading, on prend des titres qui ont beaucoup de fluctuations, puis on fait ça avec des titres de qualité. Donc, généralement, ça fonctionne bien. Mais il faut mélanger un petit peu le fondamental. Il faut regarder les différents ratios, comme on a déjà parlé. Mais bref, c'est cela. C'est bien. Donc, on va poursuivre avec on va bifurquer, si on veut, la discussion pour parler plus de l'approche. Comment quelqu'un va rentrer en position. Il y a des gens qui vont être considérés agressifs. Je t'ai posé la question au début, si tu te considères comme ça. Il y en a des gens qui vont être conservateurs ou prudents. Donc, il y en a qui vont rentrer dès que le prix semble bon. Puis il y a d'autres gens qui vont avoir besoin d'une confirmation ou de 2 confirmations ou de 3 confirmations. Donc, ça va dépendre de la personnalité du trader. Ça. Toi, tu l'as dit, tu dis, on est plus prudent en vieillissant aussi. Un agressif, c'est peut-être plus jeune. On a moins... en tout cas, on peut plus prendre de risques en ayant la chance de se reprendre dans la vie que quand ta vie est construite. Là. C'est pas la même chose. Mais moi, je suis plus quelqu'un de conservateur, mais je suis tiraillé entre les deux. J'en fais des tests. J'essaie d'être plus agressif pour avoir des meilleures entrées. Mais c'est encore dans le processus pour moi. Là. Je suis tiraillé entre les deux. Je me promène d'un à l'autre, entre conservateur et agressif. Oui, c'est ça. Agressif, moi, je dirais, je recommanderais aux gens peut-être un peu plus expérimentés. C'est correct transiger agressivement, mais pour les nouveaux, moi, je pense qu'il faut y aller plus sécuritaire. Quand je dis trader agressif... en anglais, là, catch a falling knife, à attraper un couteau qui tombe. Quand on regarde un graphique, un titre tombe, puis là, on pense que c'est le bas, mais là, on achète. Moi, ça, c'est pas ma spécialité. Je le fais à l'occasion, mais maudit, je me sens pas bien quand j'achète un titre, quelque chose qui tombe, puis
Tu sais, on espère que c'est le bas. Moi, je suis plus un peu comme toi. J'y vais plus relax. Je suis plus un négociateur de momentum. Jamais je vais acheter le bas. Jamais je vais vendre le sommet. Sauf quand on va voir une tendance, un titre qui tombe, qui a une zone de consolidation, là, ça repart à la hausse, mais là, je vais embarquer. Oui, on laisse quelques sous, quelques dollars sur la table, mais j'aime mieux quand il y a quelques confirmations. Fait que, bref, le négociateur agressif, il va acheter le titre quand ça tombe, puis ça prend une bonne moyenne au bâton pour réussir ça, mais quand ça fonctionne bien, comme tu dis, notre risque est beaucoup moins élevé. Je veux dire, moins élevé. Dans le fond, notre zone de sortie, si on achète un titre, on va dire à 50 pendant que moi, je vais l'avoir acheté à 53, toi, tu vas peut-être l'avoir acheté à 50 donc, si ton stop est à 48, mais tu vas seulement perdre de 2 Moi, mon stop est à 48, mais je vais perdre de 5 ça, le prix est meilleur, c'est ça, pour une trade. Le prix est meilleur, puis souvent, la perte est moins élevée en pourcentage, mais moi, ça fait partie ça fait partie de ma façon de transiger. Acheter un couteau... Sauf qu'en même temps, mettons que tu fais ça, oui, pour une trade, tu as moins de risques, si on veut, mais sur le lot, tu vas avoir plus de pertes. Tu vas avoir plus souvent des pertes parce que tu n'as pas de confirmation. C'est ça. C'est important de mettre nos stops parce que, comme tu dis, ça va arriver souvent que le couteau va continuer de tomber. Le titre va continuer de tomber. Fait qu'il faut prendre notre perte, puis on recommence, puis on prend un autre titre. Exactement. Après ça, il y a aussi en rapport avec la taille des positions qu'on prend. On entend souvent parler de faire attention, de protéger notre capital. Puis des fois, sur le groupe Facebook, ça arrive. Surtout les gens qui décrivent un petit compte. Là. Quelqu'un qui va dire « Ah, j'ai un compte de 1 000 et en 2 semaines, je l'ai fait passer à 2 000 par exemple. » Là, il va tout être fier de partager ça. Ça semble être une belle victoire, mais en réalité, c'est une victoire qui est très risquée parce que ça veut dire quoi, ça, quand quelqu'un réussit à faire une performance comme ça veut simplement dire qu'il risque beaucoup trop élevé. Tu sais, ses positions sont énormes. Puis quand il fait des gains, ça va bien, mais à un moment donné, il va faire des pertes. Puis probablement que son 1 000 il va le dilapider au complet. Oui. Puis les tailles, ça va avec nos descriptions de négociateurs qu'on a dit. Souvent, le scalper, il va transiger des plus grosses quantités pour des plus petits mouvements. Le day trader va transiger un peu plus petit que le scalper, mais il va y aller sur une transaction de quelques minutes. Puis à l'extrême, mais la personne de position, souvent, on ne fait pas, comme en anglais, on dit un all-in. On ne prend pas une position, une grosse position sur seulement ce titre-là. Tu sais, on va acheter une petite quantité parce que souvent, ceux qui prennent des positions sur un titre, exemple Dollarama, le titre peut passer un moment donné, il a passé de 50 à 35 parce qu'il y avait eu un flash crash, comme on dit, mais le titre est quand même de la qualité. Mais bref, le trader de position, souvent, il va avoir des plus grosses fluctuations, donc souvent, on fait des quantités moins importantes. Mais au bout de la ligne, ça peut payer autant parce que l'autre bord, le scalper va y aller pour faire 2-3 sous, tandis que le gars de position, le négociateur de position va prendre peut-être 20-30 de profit sur une plus petite quantité, mais au final, monétairement, ça revient au même. C'est ça. Donc, c'est intéressant. Ouais. Moi, j'apprécie beaucoup l'explication. Après ça, comme réflexion aussi qu'on peut avoir, c'est par rapport au marché, dans le fond. Tu sais, l'investisseur qui se positionne par rapport au marché, parce que tu as des marchés en tendance haussière, tu as des marchés en tendance baissière, puis tu as des marchés qui sont, en anglais, on dit sideway, là, qui sont... c'est quoi en français? Oui. En range, tout en anglais. Excellent. Donc, en sideway, on cherchera. Là, mais, il y a des marchés comme ça, puis il y a des stratégies pour chacun de ces marchés-là. Fait que les gens, vont avoir plus tendance à chercher, mettons, à jouer le rebond ou le retour à la moyenne, ou il y en a d'autres qui ont besoin absolument d'une tendance. Moi, je suis plus... ça me prend absolument une tendance définie avant là, de dire que j'entre. J'ai plus de difficultés quand c'est sideway. Puis quand je dis tendance, que ça soit au long ou au court, là, que ça soit vers le haut ou vers le bas, les deux sont bonnes. Moi, je trade beaucoup le Forex, fait que ça me permet de faire les deux très facilement. Mais ça, c'est moi. Toi, ça ressemble à quoi de ton côté, dans le fond? Pratiquement la même chose. J'aime mieux y aller avec la tendance. Soit pour la vente à découvert, ça me prend une tendance claire à la baisse, ou si on veut faire des achats, je veux une tendance claire à la hausse. Sinon, pour faire du day trading,
tu parlais de range ou de sideways. Moi, je dis quand un titre il joue au ping-pong, des fois, c'est intéressant à le transiger aussi parce que on voit le price action, on voit ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais quand ça descend en bas, ben, on l'achète. Quand ça va en haut, on fait une vente à découvert, mais il y a différents outils pour identifier ces titres-là qui font le ping-pong. Mais bref, sinon, généralement, moi, je dirais 75% du temps, je suis un peu comme toi, j'aime mieux y aller avec la tendance actuelle du produit. Au bout de la ligne, c'est comme, je ne veux pas faire de comparaison avec le casino, mais c'est mettre les chances, les odds de notre côté. C'est pas de l'argent fictif. C'est notre métier. C'est notre métier. C'est de la vraie argent. Il faut mettre les chances de notre côté. Donc, y aller avec la tendance, je crois, c'est un plus. Judicieux pour... c'est un plus, c'est ça, c'est un plus. C'est pas une meilleure méthode, c'est une façon différente, mais moi, je crois que on met plus les chances de notre côté. Puis on garde en tête, de toute façon, on est tous là pour faire des gains, mais on peut tous faire vraiment des pertes aussi facilement. Il faut toujours le garder en tête, protéger notre actif. Le dernier point que je voulais couvrir, dans le fond, c'est que je voulais partager avec les gens, on va mettre des liens aussi dans la description. Dans le fond, il y a 2 outils que je veux partager avec vous pour apprendre à mieux se connaître. Il y en a un qui est directement sur le site de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. C'est un outil, dans le fond, qui va déterminer votre profil d'investisseur. Donc, peut-être vous l'avez déjà fait avec un conseiller financier ou c'est probablement un des tests qu'ils vont vous faire pour découvrir qui vous êtes. Mais sinon, vous pouvez aller le faire vous-même. Ça va vous donner des indices. Ensuite de ça, j'en ai un autre, ça s'appelle, le site, c'est 16personalities.com, c'est le chiffre 16 personalities en anglais.com. Il y a un test de personnalité. Ça, c'est un test que j'ai fait plusieurs fois, puis que dans mon entreprise, dans le fond, tous les membres de mon équipe ont fait ce test-là. Donc, quand j'ai un nouveau membre dans l'équipe, j'y fais faire. Ça va vous donner, dans le fond, un profil type de votre personnalité en général, là, pas nécessairement en rapport avec le trading. Mais après ça, ce qu'on a fait avec l'équipe, c'est qu'on en a discuté ensemble. J'ai appris à connaître les gens avec qui je travaille mieux. Donc, on peut le faire pour apprendre à se connaître, mais on peut aussi le faire pour apprendre à connaître les gens qui nous entourent. Puis là, je vais t'inviter, François, à aller le faire dans la prochaine semaine. Puis on pourra le partager ensemble, notre personnalité. Moi, je l'ai fait, puis on discutera du résultat une autre fois, là, mais c'est vraiment intéressant. Et donc, moi, c'est ça, j'ai fait un autre test aussi qu'une firme m'avait fait faire, là, qui n'est pas accessible au public, mais c'est juste comme pour partager un des résultats que j'ai eus. C'est qu'on m'a décrit comme un trader étant intuitif, analytique. Donc là, moi, je vois... Ça, c'est sur le site. Non, c'est vraiment un autre test que j'ai fait pour les traders, mais il n'est pas au public. Là. Fait que, mais c'est quand même, ce que je voulais dire, c'est que ma personnalité, c'est intuitif, analytique, ce qui veut dire que je suis les deux opposés. Là. Pour moi, c'est l'opposé, l'analytique et l'intuitif. Tu transiges sur l'intuition, mais de l'autre côté, tu fais beaucoup d'analyse. Mais je me sens plus analytique qu'intuitif. Dans mes actions, là, je ne vais pas y aller juste au feeling, mais il semblerait que dans ma personnalité, j'ai ça. Donc, il faut que je sois prudent, il faut que je fasse attention parce que je n'ai pas confiance tant que ça à mon intuition. Là. C'est peut-être quand j'aurai fait 27 ans comme toi là, de trading, c'est différent. Mais encore là, je manque encore de confiance, mais je trouvais ça intéressant d'avoir les deux opposés. Puis là, après ça, moi, ça m'inspire, ça me permet de continuer d'évoluer ou d'essayer de voir quand est-ce que je réagis de façon intuitive là, dans mon trading, de porter attention. Fait que c'était ça. Et dans le fond, ce qu'on veut en résumé, là, ce qu'on discute aujourd'hui, puis tout ça, l'objectif ultime, selon moi, c'est de trouver l'approche de trading, là, nos stratégies, tout ça, qui nous convient le plus naturellement possible. Puis pour arriver à ça, ça prend des tests et de l'expérimentation. Donc, il faut se donner le temps de se découvrir. C'est juste en le faisant que ça va se faire. C'est là l'expérience. Donc, de donner le temps d'expérimenter, d'acquérir cette expérience-là. En terminant... Oui, vas-y, vas-y. Je veux juste faire une parenthèse parce que tu disais le test que tu as fait. Pardon, le site, c'est pas accessible à tout le monde. Mais on va mettre un lien dans les commentaires. Pour le 16 Personalities puis l'AMF. Mais pour le type de trader, parce que je suis allé sur un site récemment et puis c'est en anglais, mais c'est quelle sorte de négociateur? Écoute, on va l'ajouter. Il y avait le choix de scalper, day trader, position swing, exactement le sujet qu'on vient de parler. Donc, on va le mettre... Parfait. Puis moi, je vais aller le faire, ce test-là aussi. Puis on invite tout le monde à le faire. Là, oui.
Sinon, pour ceux qui connaissent le site, c'est sur babypips.com. Mais bref, on va mettre le lien. Puis ça va permettre d'identifier quelle sorte de négociateur vous êtes. Puis, OK, c'est excellent. Pour terminer, en fait, le mot de la fin, pour toi, François, là, j'ai envie de te questionner. Comment tu vois ça, la différence entre un gambler et un trader? Le négociateur, je dirais, c'est faire un bet, faire un pari, mais éduqué. On va regarder le graphique, on va regarder les fondamentaux, puis on va prendre une position. Donc, ça, je crois que c'est une bonne façon. Mais sinon, le gambler, il va faire exactement comme l'autre personne, mais il ne va pas faire ses devoirs. Il va acheter les yeux fermés, puis comme au casino, il va lancer les dés, puis il va espérer d'avoir un double 6, puis ou que ça tombe sur le double 0 à la roulette, là. Mais sinon, celui qui va prendre des risques, des paris, oui, c'est vraiment des paris, je dirais, risqués. Le gambler, on les retrouve souvent dans les penny stocks. C'est un produit comme un autre à transiger. Ça a des avantages, mais beaucoup de désavantages aussi. Mais les négociateurs de penny stock, souvent, des titres, mettons, à 2-3 sous, ils ont le profil de gambler. Ils vont acheter des grosses quantités parce qu'ils peuvent avoir, mettons, 100 000 actions à 0,03 sous. C'est ça qui se passe aussi présentement avec beaucoup de crypto-monnaies. Donc, puis ils espèrent que le titre va exploser puis devenir riche du jour au lendemain. Ça l'arrive, ça peut arriver, mais généralement, ça tombe dans les oubliettes. Donc, ça, c'est plus le type gambler. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas une alternative viable, je pense, à long terme. Le gambler, c'est un peu comme acheter un billet de loto. On connaît du monde qui ont gagné, mais c'est jamais nous autres qui gagnent le gros lot. Donc, mais la pas du gain, tu sais, dire qu'on possède 500 000 actions, c'est gros, mais ça représente peut-être seulement 1 000 $ en argent, mais si le titre monte, on extrapole, là, si le titre monte de 1 $, mais si tu possèdes 500 000 actions, tu viens de faire 500 000 $. Là. Donc, ça, c'est le gambler. Mais ça peut arriver, mais on n'en connaît pas beaucoup. C'est parce que ça arrive que les gens sont tentés aussi, comme au casino. Parce qu'il y a un minimum. Exactement. C'est exactement. OK, merci beaucoup. Moi, je vais terminer avec cette petite phrase pour vous inspirer. Après ça, on va se revoir dans notre prochain podcast. Moi, j'ai déjà hâte. Donc, cette petite phrase, c'est « Un trader qui réussit est un trader qui se connaît vraiment ». Alors, je vous souhaite un bon trading à tous. À bientôt. Au revoir, à la prochaine.